Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de l'international by Globaliance, aujourd'hui dédié aux Émirats arabes unis. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Labrie, directeur associé de TTE Golf et coprésident de Globaliance, et Karim Gawa, project manager et business unit manager pour TTE Golf. Je vous donne quelques informations pratiques, comme d'habitude, sur le déroulé de ce webinaire. Nous allons avoir une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite, vous aurez tout le plaisir et le loisir de poser vos questions à travers le chat qui est donc sur les paramètres de l'événement Teams. Et donc, on va attendre la fin de la présentation pour pouvoir prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire même pendant le déroulé et comme ça nous permettra d'y répondre à la fin. Ce webinaire est enregistré. Et je vous informe que notre prochaine date de webinaire sera le 29 octobre sur le Maroc. Donc, sans plus attendre, on va commencer notre présentation. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes Globaliance. Je suis Céline Batt, la directrice générale de Globaliance. Et donc, Globaliance est un réseau qui a été créé il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans cette année. Et c'est un réseau qui regroupe des sociétés privées qui sont experts pays et qui sont basés à l'étranger. Le rôle de Globaliance est de pouvoir accompagner effectivement les entreprises dans leur développement à l'international. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, vous allez voir sur la carte qui va s'afficher que donc 13 sociétés sont adhérentes à Globaliance, qui nous permettent de couvrir plus de 70 pays. Et donc, on a une activité donc avec des experts pays qui vont accompagner les entreprises dans leur développement à l'international et surtout face à vous des dirigeants qui ont les mêmes problématiques que vous, qui sauront parler à des dirigeants qui connaissent leur pays. Vous êtes assuré d'avoir face à vous des gens francophones, francophiles. Donc ça, c'est souvent un point fort aussi. La connaissance parfaite, évidemment, de leur pays de prédilection, pour lesquels on a, sur l'ensemble des membres Globaliance, une moyenne de 25 ans d'expérience par pays. Et donc, évidemment, une connaissance du pays, une connaissance des réseaux de distribution et un très bon soutien pour vous éviter les écueils dans vos déploiements à l'international. En termes de prestations sur nos membres Globaliance, ils vont être en mesure effectivement de vous accompagner sur tout le process d'internationalisation de l'entreprise, en allant de l'étude de marché à la recherche de distributeurs, partenaires, mais aussi la création de filiales, création et gestion de filiales, l'implantation industrielle, la partie recrutement, portage salarial. Sur certains pays, évidemment, la partie sous-traitance, sourcing et supply chain. Et notre cœur de métier qui reste évidemment le développement commercial. Donc, la force de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider à être performant dans la zone qui vous intéresse. Sans plus attendre, je vais passer la main à l'équipe TTE Gulf. Notre équipe Globaliance, malgré tout, voilà, je vous mets cette slide aussi, avec Manon, en assistante, qui est l'assistante de direction, et Flavie, qui nous accompagne sur la partie marketing et communication. Donc, sans plus attendre, je donne la main à Jean-Pierre et Karim pour ce webinaire sur les Émirats arabes unis. Bon webinaire à tous. Merci Céline, bonjour à tous. Écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. On a prévu à peu près une trentaine de minutes et puis de laisser la possibilité d'avoir des questions à la fin de la présentation. Euh, TTE Golf, en fait, c'est une société qui a été créée en 2012 avec un ami émirien. Moi, je suis arrivé à Dubaï en 1996. Euh, je travaillais dans plusieurs sociétés avant de créer donc ma propre boîte de conseil avec Hassan Al-Reda, qui est l'ancien directeur général de la Commercial Bank of Dubai. Voilà, et donc on a mis en place ce bureau avec aujourd'hui trois entités, une à Dubaï, une à Riyad en Arabie Saoudite et puis une au Caire. Donc ça fait maintenant 30 ans qu'on est sur le marché, donc c'est pour ça qu'on parle de 30 ans d'expertise. Et puis, on est sur les trois bureaux Solutions Team France Export. Donc, pour ceux qui
qui connaissent, la Team France Export a des appels d'offres qui sont faits sur le développement commercial, sur l'hébergement de VIE, sur la partie implantation et la partie gestion de filiales. Et donc, on est accrédité, habilité pour la Team France Export. On est aussi accrédité, habilité BPI. Et puis, pour information, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires bancaires comme, par exemple, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne et avec les autres banques rattachées. Et puis, on travaille aussi sur ce contrat cadre avec Pramex qui nous sollicite sur la partie Moyen-Orient. Donc ça, c'était pour remettre un petit peu le contexte. Et puis, donc, je suis accompagné de Karim Gawa. Karim, si tu veux te présenter rapidement. Oui, merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Donc, je suis Karim Gawa, je suis responsable de la business unit Project Management, ici basé à Dubaï, avec une équipe aux Émirats Arabes Unis et puis des collaborateurs aussi à Riyad et au Caire. Ça fait 8 ans que je suis les entreprises et puis ravi aujourd'hui d'être présent et puis je prendrai la parole un peu plus tard. Donc TTE Golf, c'est à peu près une cinquantaine de personnes, une équipe très diverse, hein, puisqu'on a dans nos équipes français, émiriens, algériens, libanais, égyptiens, indiens, pakistanais. Voilà, on a plusieurs nationalités. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on ait une grande diversité culturelle sur le Moyen-Orient. Alors la thématique aujourd'hui, c'est d'explorer le marché dynamique des Émirats arabes unis. Avant juste de parler des Émirats, je voulais vous faire un point sur un peu une vue d'ensemble du Moyen-Orient. C'est une zone aujourd'hui qui attire pas mal parce qu'elle est vraiment basée entre l'Europe, l'Afrique et puis l'Asie. Donc c'est une zone, si on prend juste les pays du Golfe, donc Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn, on a à peu près 60 millions d'habitants. Mais si on commence à étendre la zone, Égypte, plus de 110 millions, et on voit tout de suite qu'on a une zone de près de 200 millions d'habitants, de consommateurs, 280 exactement si on prend toute la partie Golfe élargie. Et donc, ça devient un hub assez intéressant pour les sociétés qui voudraient s'implanter et qui voudraient créer un hub régional. Quand on regarde au niveau euh, du marché des Émirats, on a à peu près 11 millions d'habitants. Sur ces 11 millions, il y a un peu plus de 85% d'expatriés. C'est-à-dire que la part des locaux, c'est 1 million d'habitants. La langue officielle, bien sûr, c'est l'arabe, mais la langue parlée, la langue des affaires, ben, ça reste l'anglais, hein. Contrairement aux autres pays où si vous allez en Arabie Saoudite, par exemple, vous verrez que l'arabe est beaucoup plus pratiqué et parlé dans les affaires, ou en Égypte que ça peut l'être sur Dubaï. Donc ici, on vous a mis le guide COFAS avec le sommaire du pays. Donc, c'est un pays qui est très peu endetté, hein. Si on regarde la dette publique, on est à peu près à 30% du PIB. Donc, c'est rien, hein. Pour comparaison, la France, on est à 115% à peu près. Une inflation qui est quand même là, mais avec une croissance qui est vraiment très intéressante. Il faut bien comprendre qu'on est sur des pays émergents qui sont en train de se développer et qui ont besoin de beaucoup de besoins, hein, dans des domaines très variés. Quand on regarde au niveau des Émirats, donc les Émirats arabes unis, on a 7 Émirats, et chaque Émirat, un peu comme une côté fédéral, si on avait en Allemagne, hein, le côté fédéral et puis ensuite les États, ben là c'est à peu près la même chose. On a des Émirats qui sont très différents, avec très diversifiés en termes de richesse. Abu Dhabi, bien sûr, est là où il y a la capitale et l'émirat qui est le plus riche. Et puis ensuite, vous voyez que chaque émirat a des secteurs économiques, des spécificités économiques qui sont différentes, en fait. Et donc, il faut bien prendre conscience de ces différences dans le pays. On a une économie qui est très diversifiée. Euh, tout ce qui est pétrochimie, c'est un petit peu moins de 25%.
hein, et les 75% autres qui sont non liés au pétrole, aux activités pétrolières, eh bien, vous voyez, pour partie, c'est du commerce, c'est de l'immobilier, c'est beaucoup de construction aussi, de la finance. Donc, vous voyez que le but des Émirats, très rapidement, a été de se dire, on peut pas dépendre on peut pas faire que l'économie soit complètement dépendante du oil and gas, et donc il faut diversifier. Et là-dessus, il y a effectivement une grosse dynamique qui a été mise en place. Et puis, bah, si on prend par exemple le business model d'Emirates, Emirates, leur base est à Dubaï, et pour eux, un tiers de la population peut être atteinte en moins de 4 heures de vol, deux tiers de la population mondiale en moins de 8 heures, et il y a près de 90% de la population mondiale qui peut être atteinte en vol direct. Hein, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le hub Dubaï fonctionne avec une bonne partie des personnes qui repartent ensuite sur l'Afrique ou sur l'Asie. Mais on voit bien qu'on a effectivement une zone qui est très dynamique en termes de logistique, en termes de transport, avec vraiment une ouverture internationale, et ça c'est important de le souligner, des accords de libre-échange qui ont pu être faits, aussi bien avec des pays asiatiques que l'Europe ou les États-Unis ou la Chine. Et puis, ben, bien sûr, les Émirats font partie de BRICS. Donc BRICS, c'est l'alliance Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays signataires. Et on voit aujourd'hui que euh, les Émirats ont vraiment une neutralité par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde et accueillent vraiment l'ensemble de la population mondiale. On va passer à la slide suivante. Je vais revenir sur cette partie diversification économique en fait qui est très importante, hein. C'est vrai que ici on a un aperçu, hein, des ambitions globales du pays avec des objectifs qui sont assez ambitieux à l'horizon 2031. Savoir que les pays de la zone et en particulier les Émirats qui sont assez novateurs et assez pris comme exemple développent des visions, et là pour les Émirats c'est la vision 2031. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 75% du PIB qui est pour le secteur non pétrolier, et ils visent à attirer 65 milliards de dollars d'investissements étrangers directs donc par an, ce qui permettrait donc à terme de doubler la taille de l'économie donc d'ici 2031. Et ils misent sur plusieurs secteurs stratégiques, donc on a la finance, on a la logistique, l'éducation, la santé, le tourisme et puis les industries créatives. Voilà, ce qu'ils veulent vraiment, c'est figurer dans le top 10 mondial de la compétitivité et de l'innovation. Et puis, ce qu'on remarque ici, c'est que finalement, ces objectifs, ils se traduisent par des réformes qui sont assez soutenues euh, localement, hein, et puis des programmes qui vont soutenir l'industrie, la recherche et la formation. Donc, si on se concentre ici plus particulièrement sur l'Émirat de Dubaï, donc l'Émirat qui est le plus international, hein, avec son plan Dubaï 33, donc, qui fixe un cap assez ambitieux, donc, qui est de faire de Dubaï l'un des trois plus grands centres économiques mondiaux d'ici 2033. Et pour atteindre cet objectif, donc, voilà, ils veulent doubler de taille et attirer donc, sur 10 ans 650 milliards d'investissements directs. Et les secteurs qui sont visés, donc on a le commerce, les services financiers encore, le tourisme, bien sûr, qui est clé à Dubaï, et puis ces industries créatives, comme on voyait juste avant. Donc, on a cet objectif aussi de placer Dubaï dans le top 3 des hubs économiques globaux, ce qui va permettre de renforcer donc, son rayonnement international. Et on n'a pas que Dubaï, donc, et c'est vrai que c'est les deux Émirats les plus dynamiques. On a Abu Dhabi qui s'inscrit donc dans une démarche parallèle avec sa vision économique 2030. Ici, l'objectif, c'est la diversification aussi, la réduction de la dépendance au pétrole. Il mise sur l'innovation, la recherche et le développement, avec voilà, le développement des technologies de pointe, la finance, et puis tout ce qu'ils appellent industrie avancée. Donc, ils ont un ministère de l'investissement et des innovations technologiques aux Émirats arabes unis. Voilà, il y a un gros accent qui est mis aussi sur la recherche médicale, l'énergie propre, on le verra après, et puis les startups, le développement des startups, donc ils veulent doubler leur contribution des secteurs non pétroliers au PIB. Et puis, donc, ça inclut dans ces mesures, ce qu'on voit, c'est que les mesures, elles incluent
finalement la création d'un environnement ultra attractif pour les investisseurs étrangers, avec des zones dédiées, on va y revenir, à la tech, et puis des incitations pour l'entrepreneuriat. On voit que c'est une fédération, hein, donc on a ces deux Émirats qui sont très très dynamiques, mais on a cinq autres Émirats qui le sont tout autant. Donc on a l'Émirat de Sharjah, hein, avec sa vision 2025. Là, l'accent il est mis sur l'éducation, la culture, l'économie créative, l'industrie manufacturière aussi. Donc c'est un Émirat qui est assez important, juste collé à Dubaï, au nord de Dubaï. Si on continue un peu plus au nord, on a l'Émirat de Ras Al Khaimah, donc avec sa vision 2030. Ici, c'est aussi une vision qui vise à diversifier l'industrie et le tourisme. Ils ont, au niveau de leur industrie, pas mal d'activités en lien avec le ciment, la céramique, avec une entreprise qui est phare, qui s'appelle Rack Céramique, et puis tout ce qui est en lien avec la nature et l'aventure, puisque ils ont des montagnes, finalement, au nord des Émirats, et il y a pas mal de choses qui se développent par là-bas. Donc, si on va un peu plus vers l'est, on a l'Émirat de Fujairah, donc avec leur plan 2030. Là, ici, ils se concentrent aussi sur le tourisme, l'économie maritime. Ils exploitent leur port, du coup, pour éviter le passage par le détroit d'Ormuz, hein, qui donne directement sur l'océan Indien. Et c'est vraiment une alternative stratégique pour l'Émirat de Fujairah, et puis pour les Émirats arabes unis globalement. Donc, du côté de l'innovation technologique, on voit que vraiment les Émirats, ils sont pionniers au niveau régional, puisque le pays, il investit massivement dans l'intelligence artificielle, et il investit aussi massivement dans la blockchain, la fintech, la govtech, donc tout ce qui est innovation technologique en lien avec les services gouvernementaux et la cybersécurité, puisque c'est clairement d'actualité. Ils sont donnés pour objectif, et Dubaï en particulier, donc de devenir une smart city, hein, grâce à des initiatives comme la Dubai Smart City, donc un laboratoire urbain pour les services intelligents, donc Mobility as a Service, données urbaines, etc. Et à Abu Dhabi, on a le hub technologique Hub 71, donc, qui accueille déjà plus de 200 startups internationales. Et l'ambition, vraiment, c'est de faire les Émirats comme un leader mondial du numérique et de l'innovation, toujours. Si on continue, donc je parlais du renouvelable juste avant. Ils misent beaucoup sur la transition énergétique. Ils investissent dans l'hydrogène vert, la mobilité électrique. Ils affichent un engagement de neutralité carbone d'ici 2050. C'est le premier pays du Golfe à le faire. Et ici, on a une photo de Masdar City à Abu Dhabi, donc, qui est une zone assez emblématique, une ville durable qui pilote des projets solaires, donc aussi dans le nucléaire. On a la Société nationale donc, du nucléaire avec le développement de leur centrale un peu plus au sud donc, du pays, hein. Et ils sont aussi assez avancés dans la gestion de l'eau. Voilà, ça fait des Émirats un acteur finalement assez engagé, hein, dans la technologie verte, prêt à intégrer des innovations écologiques dans son développement économique. Un point assez important, donc c'est le tourisme, hein, j'en parlais pour l'Émirat de Dubaï juste avant, mais aussi pour les autres Émirats, donc qui enchaînent des projets qui sont assez iconiques. On a tous entendu parler de l'Expo City, donc qui a accueilli l'exposition universelle 2020, qui a été décalée en 2021. La fameuse Palme Jumeirah, donc avec ses résidences et hôtels de luxe. Et là, pour le coup, ils ont cette volonté donc d'allier le tourisme haut de gamme, mais aussi le développement durable et aussi le médical finalement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tourisme médical qui se passe aux Émirats arabes unis. Il y a énormément de gens qui voyagent pour effectuer leurs soins donc, aux Émirats. Donc c'est 15 millions de visiteurs à Dubaï, hein, là, c'est la diversité finalement de l'Émirat qui fait que c'est très attractif. On a des plages de sable blanc et puis des centres commerciaux pour du shopping où tous les pays, les ressortissants des pays du Golfe voyagent pour venir faire du shopping à Dubaï. Il y a l'aspect culturel aussi qui est très important. Voilà, ils veulent vraiment renforcer leur position comme destination mondiale premium et puis faire vivre à chaque visiteur une expérience unique dans un cadre luxueux et innovant.
Alors ici, ce qu'on observe, c'est que les Émirats, ce que je disais juste avant, donc ils veulent devenir un hub régional de la santé. Donc là, les entreprises de biotechnologie, de medtech ou alors des hôpitaux de pointe s'établissent de plus en plus hein, à Abu Dhabi et Dubaï. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits hein, en recherche médicale, en lien avec la pharma et puis tout ce qui est télémédecine aussi. Donc, on a l'exemple de la Cleveland Clinic à Abu Dhabi qui s'agrandit, la Dubai Healthcare City, donc qui est une zone économique spéciale dans l'Émirat de Dubaï qui regroupe de nombreux centres de santé internationaux. Donc là, l'objectif, c'est, comme je disais juste avant, de se positionner comme un centre d'excellence pour les soins, pour l'innovation scientifique et d'attirer des patients et des talents en lien avec le secteur de la santé à venir se baser ici. Et puis sur la droite, on a un autre exemple qui est assez marquant, donc en lien avec l'exploration spatiale. Donc, les Émirats ont lancé en 2021 la sonde Hope vers Mars. Et ça, c'est la première mission interplanétaire arabe. Et ils ont vraiment marqué le coup à ce moment-là. Et ils continuent de développer leur propre industrie spatiale, donc avec des satellites qui sont créés localement. Ils observent la Terre, ils sont beaucoup en lien avec cette data hein, qui est générée par les satellites. Surtout le Mohamed Ben Rachid Space Center, le MBRSC, qui aujourd'hui forme des astronautes émiratis. Donc, l'objectif, c'est de faire des Émirats un acteur crédible hein, du spatial et puis de développer cette économie et de rayonner au niveau mondial. Alors, l'environnement business, c'est un point super important à aborder. Ici, c'est très simple de créer une entreprise. Les Émirats, ils sont régulièrement classés parmi les meilleurs environnements business au monde, souvent dans le top 20. Les procédures, elles sont fluides. La plupart des sociétés peuvent être enregistrées en quelques jours seulement. On a une infrastructure juridique et financière qui est assez stable, transparente et clairement pro-investissement. Donc là, un point essentiel, c'est que presque tous les secteurs économiques permettent aujourd'hui 100% de propriété étrangère, hors quelques activités stratégiques réglementées donc, hein, mais c'est le cas presque partout. Et ce qu'on peut partager, c'est que finalement, un Français peut venir créer sa société et détenir totalement 100% des parts de sa société sans co-investisseur local obligatoire. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite. Au niveau des réglementations sectorielles, donc ici, on a par exemple la finance avec des centres financiers comme le DIFC, Dubai International Financial Center ou l'Abu Dhabi Global Market qui finalement appliquent des régulations internationales qui font que les deux Émirats aujourd'hui sont des vrais hubs financiers alignés sur les normes mondiales. Au niveau de la tech et données, donc là, il renforce, comme je disais avant, l'aspect cybersécurité, avec aussi des lois en lien avec la protection des données, donc qui s'inspirent du RGPD européen. La santé pharma, donc ici, c'est des réglementations qui sont assez rigoureuses et alignées sur les standards internationaux. Donc, finalement, ils font pas ce qu'ils veulent, hein. Il faut obtenir des certifications précises pour tout produit médical ou pharmaceutique qui entrerait sur le territoire. Et puis l'aspect halal et finance islamique, donc là, dans l'alimentation, les cosmétiques ou même finalement les services financiers, la conformité aux services, aux normes halal et aux principes de la finance islamique ici est obligatoire. C'est un cadre réglementaire finalement sophistiqué mais assez transparent qui généralement inspire confiance aux investisseurs étrangers puisqu'il est codifié finalement et adapté aux exigences mondiales et modernes. Donc, pour résumer, les Émirats, ils ne sont pas seulement pro-business, ils sont modernes et réactifs. On peut, comme je disais, créer son entreprise en express. Ça se fait en quelques jours avec des procédures accélérées. Il y a des options de visa longue durée comme le Golden Visa qui a été phare dès son lancement finalement.
qui vise à attirer de plus en plus de talents et de cadres internationaux. On a un système juridique qui combine finalement le droit islamique, le droit civil islamique, donc sur certains aspects, mais aussi le common law anglais, qui donc offre un cadre assez hybride et qui rassure donc les investisseurs étrangers. On a les accords CEPA, donc, qui ont été mentionnés par Jean-Pierre juste avant, donc signés par les Émirats arabes unis, qui ouvrent finalement les entreprises locales à un marché de plus de 2 milliards de consommateurs. Donc si on intègre l'Inde, l'Asie du Sud et l'Afrique. Puis l'adhésion au BRICS plus, donc là, ils renforcent leur positionnement comme un véritable hub stratégique donc entre l'Est, l'Ouest et le Sud global. Finalement, s'implanter ici, ça c'est bénéficier d'un effet de levier assez exceptionnel finalement sur plusieurs continents à la fois. Une petite slide sur le côté consommation. Donc là, ce qu'on observe, nous, c'est que le marché émirati il est assez segmenté. Donc on a 85% de la population qui est expatriée de plus de 190 pays. Donc il y a une grosse diversité culturelle avec plusieurs groupes finalement qui se distinguent. Donc, on a les ultra riches et expatriés premium. Donc là, c'est des personnes qui sont fortunées, attirées par le luxe, l'immobilier haut de gamme et des établissements d'éducation internationale assez premium. On a une classe moyenne expatriée avec une population qui cherche des services accessibles, des solutions d'e-commerce euh, vraiment présentes et puis des produits importés qui sont assez abordables. On a une jeunesse qui est très connectée. Donc là, c'est une génération qui consomme, qui est attiré par tout ce qui est divertissement et les nouveautés technologiques. Et puis enfin, les Émiratis, donc là, qui sont plus conservateurs, attirés par les marques locales, tout en restant conformes aux valeurs culturelles. Donc là, une petite slide aussi sur la pénétration Internet. Donc 99%, c'est l'une des plus élevées au monde. Croissance du e-commerce. Aujourd'hui, le secteur, il atteint 34,6 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 12%, des modes de paiement mobiles et des plateformes en ligne qui gagnent du terrain. Et puis, un point important avec les réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok et Snapchat, finalement, qui sont pas seulement des canaux d'achat, c'est aussi, enfin, ce sont pas seulement des réseaux sociaux, ce sont aussi des canaux d'achat et d'influence majeurs. Ce qu'on recommande généralement aux entreprises, c'est d'adapter leur stratégie marketing et puis de vraiment considérer l'aspect digital, puisque ça marche généralement très bien. Donc, je parlais de la demande de la société émiratie qui est souvent orientée premium et expérience client. Donc là, voilà, les consommateurs recherchent du luxe, des services haut de gamme, des expériences personnalisées. Il faut créer de l'émotion, de l'exclusivité, c'est ce qu'on recommande souvent. On voit, comme je disais précédemment, donc une progression du tourisme médical et du bien-être. Là, les citoyens émiratis, finalement, apprécient les grandes marques et développent aussi une fierté pour les produits locaux développés localement donc, et innovants. Donc, le Made in UAE marche très, très bien. Donc, il ne faut pas oublier les facteurs culturels, ça reste essentiel, la conformité halal dans l'alimentation, le cosmétique, comme on disait précédemment. Famille a une grosse importance dans les décisions d'achat. Et puis, on note des périodes clés dans la consommation avec le Ramadan et puis les fêtes de l'Aïd qui génèrent des pics de dépenses dans la population locale, tout comme le fameux Dubai Shopping Festival. Donc, en résumé, le consommateur aux Émirats, il est jeune, il est ultra connecté, multiculturel, orienté premium, avec une recherche pour des expériences personnalisées. Donc pour les entreprises françaises, finalement, vous pouvez miser sur la qualité, l'innovation, l'expérience client. Et puis, on voit que les sociétés qui réussissent le mieux, finalement, c'est celles qui veulent s'installer sur le long terme, développer un hub régional aux Émirats arabes unis pour accélérer leurs exportations. Donc voilà, la recommandation, finalement, c'est de penser global et d'agir local
C'est cette stratégie finalement adaptée au contexte local qui maximise les chances de succès sur ce marché. Donc, comme vous l'aurez vu, il y a beaucoup de secteurs en fait qui sont adressables sur le marché des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, on a 11 millions d'habitants, mais le but, si on regarde ne serait-ce que Dubaï par exemple, c'est de doubler la population de la ville. Donc, automatiquement, ça engendre des tas de secteurs. Et puis, comme c'est un pays qui est riche, qui a de l'argent, ce qu'ils veulne, c'est la dernière innovation. Donc, vous serez en concurrence très facilement avec des sociétés internationales, très peu de sociétés locales. On ne peut pas dire qu'on est vraiment une concurrence locale. En revanche, on a une concurrence asiatique qui est là et qui est présente aussi. Donc, c'est un marché qui est assez dynamique, c'est plutôt sport. Il faut vraiment arriver bien préparé, mais surtout, il faut avoir peut-être aussi cette possibilité de se dire, Dubaï, c'est bon, je vais le prendre comme pays, mais au niveau régional, il y a des choses à faire, et puis au niveau mondial, il y a aussi des choses à faire. Et je crois que là, avec la géopolitique qu'on a aujourd'hui, les États-Unis, l'Asie, enfin tous ces challenges qu'on peut avoir, je crois que de plus en plus, on voit les sociétés françaises qui commencent à se dire, mais tout compte fait, il faudrait peut-être créer des hubs régionaux pour optimiser mon export, pour être plus rapide sur le marché, pour gérer de manière plus peut-être optimiser ma logistique, les flux financiers, avoir des supports techniques. Et c'est ça en fait où aujourd'hui on voit que avec Hong Kong qui avait eu quand même pas mal de soucis, les sociétés se disaient, mais est-ce que je crée un hub à Singapour ou est-ce que je le mets à Dubaï? Et on a eu pas mal de cas où on avait des boîtes qui disaient, tout compte fait, on va aller se mettre à Dubaï. Nous, notre but, c'est pas seulement de vous accompagner et de vous faire une mission. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que vous restiez sur le marché de façon durable. C'est ça qu'il faut réussir à avoir. Et donc pour ça, il faut comprendre le marché et puis il faut adapter son offre et il faut adapter ses produits. Ça, je crois que c'est hyper important au début de comprendre que culturellement, vous n'êtes pas du tout sur la même zone que sur la zone Europe. Et donc ça, il faut prendre le temps. Peut-être la partie réglementaire, la partie diagnostic, la partie contenu local, elle est importante. Et puis ensuite, trouver les bons partenaires et puis mettre en place potentiellement une implantation ou pourquoi pas de la croissance externe. Et donc pour ça, nous, ce qu'on préconise, c'est d'effectivement comprendre la culture du pays, comprendre effectivement qu'il va falloir vous engager dans le temps. Vous n'allez pas pouvoir faire du business comme ça en quelques mois. Ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis les spécificités, donc patience, présence, politesse, persévérance, ça, c'est des choses qui sont importantes. Bien adapter son langage. Et effectivement, on donne un exemple où on dit un visuel corporate européen, c'est le slide d'après Karim, il peut parfois être perçu comme froid. Aux Émirats, il faudra peut-être ajouter une touche émotionnelle ou une touche relationnelle. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes à prendre en compte dans votre façon d'appréhender le marché des Émirats. C'est pas simplement produit, ça va bien au-delà, et donc il y a des codes à respecter. Et pour ça, en termes de positionnement, il faut adapter son image au marché local avec 4 piliers, la langue, la symbolique, les valeurs et l'esthétique, les canaux, les influenceurs, et puis toute la partie culturelle avec la notion de temps. Localiser, c'est pas traduire, c'est vraiment comprendre et puis adapter localement. Et pour ça, nous, on a une business unit qui s'occupe de tout ce qui est marketing digital, parce que ça devient vraiment la clé aujourd'hui. Et on aide nos clients à créer une marque locale forte, à adapter à la culture et aux plateformes. Et donc, vous avez ici, pardon, les différentes thématiques qu'on regardera, ne serait-ce que le storytelling, par exemple, est important. Donc, on n'a pas du tout les mêmes codes que ce qu'on peut avoir en Europe. Et pour la présence locale, ça c'est très important parce que je crois que la règle, c'est d'avoir un suivi local. Et bien, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai une présence physique ou pas? Donc nous, on a nos 3 bureaux à Dubaï, Riyad et puis au Caire, où on a nos équipes qui sont sur place. Mais on a aussi accès à un réseau direct de partenaires, que ce soit aussi des acteurs publics, comme on peut avoir, par exemple, Business France pour la partie France, mais BPI, par exemple, aussi. Donc voilà, donc ça, c'est très important. Et puis nous, on va apporter le support local.
l'hébergement de VIE, par exemple, l'incubation, faire du portage salarial, si jamais vous n'êtes pas encore en mesure d'avoir une implantation et vous voulez avoir quelqu'un sur place, ou potentiellement recruter en local, ou faire de la gestion de filiale. Enfin, peu importe, en fonction de votre maturité et de votre projet, ben, on sera là pour vous aider et faire en sorte que vous puissiez être là de façon vraiment physique et permanente. Et donc, vous allez penser régional, agir en local. Ça, je crois que c'est très important de comprendre que les Émirats, si vous venez à Dubaï, c'est pas l'Arabie Saoudite et on peut pas mélanger les deux. Pardon. Donc, il faut bien avoir cette dimension local et régional. Nous, ce qu'on on incite nos clients à faire, c'est de s'appuyer aussi sur des salons qui sont quand même assez présents et sur lesquels vous pouvez avoir une participation, qu'elle soit individuelle avec votre propre stand, qu'elle soit via un partenaire ou qu'elle soit sur le salon, le pavillon France, où vous pouvez profiter de la marque Bleu, Blanc, Rouge. Mais ce qui est important, c'est de profiter aussi de ces salons qui sont là, bien les préparer en amont, prendre le temps, pas arriver simplement par opportunisme, ça peut marcher, mais quand même, il faut avouer que si vous êtes bien préparé, si vous avez un carnet d'adresses avant d'aller sur place, bah, ça vous aidera à effectivement mieux profiter de votre salon. Et vous avez des salons aussi bien sur Dubaï que sur Abu Dhabi, avec des gros salons. Là, on a par exemple Gulf Food, qui est un gros salon fin janvier. Et puis Arabelf sur la santé, qui s'appelle maintenant WHX, qui sont des salons qui sont assez importants. Donc là, on vous a mis une liste de salons. Peut-être quelques références pour revenir sur la partie référence. Euh, Votre succès, il n'est pas lié à votre implantation. C'est pas parce que vous n'êtes pas présent sur place que vous ne pouvez pas réussir. Un bon exemple, c'est Poma. Poma, à côté de Grenoble, ils font un peu plus de 500 millions d'euros. Ils sont dans la diversité, ils font les capsules pour les téléphériques, si vous allez skier, vous les verrez. Ils se diversifient et ils doivent répondre à l'appel d'offres pour la livraison des 48 capsules pour la Grande Route Dubaï. On les a aidés à se structurer, à comprendre le marché, à savoir quel partenaire logistique avoir, comment assembler, où aller, quoi faire. Je prends le 4x4, mince, la capsule passera pas sous le pont. Enfin voilà, c'est ça. C'est vraiment aller sur le terrain, très opérationnel. Ils ont répondu à l'appel d'offres et ils ont gagné l'appel d'offres. Ils n'ont pas donné la somme exacte, mais c'était entre 50 et 100 millions d'euros. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez des success stories qui peuvent être possibles aussi à distance. Genry, c'est une société qui fabrique, pour ceux qui connaissent les petites malles Louis Vuitton. Hein, ils sont en France, patrimoine vivant, superbe société. Ils veulent être plus proches de leurs clients luxe et donc ils s'implantent sur les Émirats. Et vous avez comme ça plusieurs sociétés dont on a mis des exemples, les slides d'après, dans la santé, dans le digital, dans l'industrie. Je passe ensuite sur les autres dans l'éducation. On a par exemple aidé EM Normandie à créer un campus en local, relativement actif avec le campus de la Sorbonne à Abu Dhabi. Et puis quelques missions collectives aussi parfois qu'on a pu faire sur 3 destinations pour des groupements européens, souvent qui veulent aller sur ces destinations-là et qui nous sollicitent. Le CIRA également est l'ameublement français sur lequel on travaille. Karim, tu reviens de la Journée internationale de l'ameublement à Paris. C'est ça, effectivement. Donc, on supporte les entreprises membres de l'ameublement français dans leur participation au salon Index à Dubaï. Donc, on fait de l'invitation d'acheteurs à se rendre sur le pavillon France et l'organisation de B2B pour ces sociétés. Donc. Voilà. Le CIRA en Arabie Saoudite, puisque de plus en plus, il y a des salons qui se font sur l'Arabie Saoudite. Vraiment, c'est des salons qui commencent, donc on n'est pas du tout sur une maturité de ce qu'on a à Dubaï. On n'a pas du tout la même typologie de visiteurs aussi, d'où l'importance de bien préparer ces salons en amont. Mais voilà, la partie Arabie Saoudite bouge beaucoup. Et là, ici, vous aviez la vision 2030 qui avait été présentée avec France 2030, sur lequel on a pas mal de délégations ministérielles qui viennent à chaque fois sur le pays. Et puis ici,
un exemple d'un projet industriel dans lequel on a dû trouver une usine de 8000 mètres carrés pour un client qui voulait se rapprocher de Saudi Aramco. Donc vous voyez qu'à chaque fois, nous, de notre côté, ce qui nous importe, c'est vraiment de répondre à votre problématique opérationnelle. C'est vraiment du sur-mesure et en fonction de la typologie des clients, ben, on peut les aider à se préparer à bien répondre déjà, hein, à comprendre le positionnement, à comprendre le marché et puis à avoir la meilleure stratégie d'entrée sur le marché. Donc voilà, en gros, on avait proposé 5-10 minutes de questions-réponses. Peut-être le dernier slide si vous voulez aussi scanner nos références. Céline? Moi, de mon côté, je vois, j'ai vu 2 questions, ouais, mais Est-ce auxquelles on a est-ce que répondu déjà. Alors oui, effectivement, nous avons, excusez-moi, il y a une coupure. Est-ce qu'effectivement, nous avions donc une question sur vous y avez déjà principalement répondu, sur les secteurs les plus porteurs, Ouais. avec les différents plans de financement qui sont prévus. Donc, vous avez déjà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, sur les plans de croissance des différents Émirats dans le futur? Ouais, bah, sur la croissance, vraiment, c'est quelque chose je dirais que le marché du Moyen-Orient, il est peut-être plus facile à adresser que la Chine ou que les États-Unis, qui sont des marchés très très vastes. Là, ici, on a affaire à des petits marchés, donc la réponse est quand même beaucoup plus rapide. Et sur les plans de croissance, on vous a fait un slide au tout début où on vous a mis pour chaque émirat les typologies des secteurs qui les intéressent. Donc ça, c'est voilà, mais quand on balaye, on s'aperçoit qu'on a vraiment tous les secteurs. Et quand on regarde sur la partie santé ou agro, là, il faut comprendre que sur la partie agro, par exemple, quand on a eu la crise du Covid, 85% de l'agroalimentaire est importé, hein. Il n'y a pas de production, on est dans un désert, hein. Il y a le challenge de l'eau, donc c'est pas facile de faire pousser des légumes, des fruits, et donc tout est importé. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une problématique de sécurité alimentaire, et donc les sociétés sont en train de se dire, sur l'agro, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles technologies pour qu'on puisse, par exemple, produire en local? Donc tous les secteurs, en fait, sont intéressants. Il n'y a pas un secteur qui est moins intéressant que l'autre, mais ce qu'il faut, c'est bien l'appréhender et bien comprendre la partie concurrence. Et sur la Bon, partie réglementaire, euh, chaque émirat a ses propres aspects réglementaires. Sur la santé, par exemple, on a Dubai Health Authority, DHA, qui est là et qui va réguler sur son État, sur son émirat, la partie réglementaire. Et puis on a le côté fédéral avec le ministère de la Santé. Donc MOH, hein, Ministry of Health. Donc on a à chaque fois des strates différentes au niveau réglementaire. Ça peut être local et ça peut être lié au pays. merci Jean-Pierre, merci Karim. Alors je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Est-ce que pour résumer, de toute façon, on pourrait dire que quoi qu'il en soit, il faut que l'entreprise, dans l'idéal, soit accompagnée par évidemment des personnes qui maîtrisent les codes. Vous avez passé un petit peu de temps aussi là-dessus sur les codes culturels, il y a des codes pour pouvoir aborder ces pays. Donc, est-ce que le résumé de tout ça, si vous deviez aller en 3 mots pour finaliser ce webinaire, qu'est-ce que vous diriez? Disons que nous, on va permettre d'accélérer. Okay, il y a des tas de choses qui peuvent se faire seules, peut-être. On peut aller à un salon seul, on peut y aller comme ça, on peut faire de l'opportunisme. Nous, le but, c'est vraiment de vous accélérer et de faire en sorte que vous puissiez avoir une valeur ajoutée rapidement sur ce que vous êtes en train de faire et vraiment vous accompagner en one-stop shop, hein, sur l'ensemble des questions. Et moi, je vous invite vraiment à, à regarder ce marché et à le regarder de manière globale aussi, hein. On a beaucoup de sociétés qui mettent leur bureau à Dubaï et qui, depuis Dubaï, vont aller gérer l'Asie, vont aller gérer l'Afrique. Voilà, donc c'est vraiment une zone très étendue. Donc nous, on est à votre service, on est là pour échanger avec vous. Et n'oubliez pas aussi la partie Égypte, c'est l'Égypte, c'est la deuxième économie en Afrique. Et l'Égypte est très proche du Moyen-Orient.
hein, culturellement. Donc c'est à 3 heures et quelques de vol, hein, de Dubaï. Donc c'est un marché aussi assez intéressant si on veut s'attaquer à l'Afrique. Et donc voilà, quelques conseils finaux. Merci encore à vous, Jean-Pierre. Merci, Karim, de vous être mobilisés pour Merci. ce nouveau rendez-vous de l'international. Je vous donne la date de notre prochain rendez-vous, donc le 29 octobre à 17 heures heure française, sur le Maroc, concernant les opportunités 2025-2030 sur ce pays avec notre expert sur zone aussi. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci.